Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode classique du podcast, j'ai envie de dire, parce que bon, ce n'est pas que du festival. Dans Cannes, on a mis en place un nouveau format d'épisodes qui était des épisodes mensuels ou bimensuels, dépendamment des mois. Là, je sors d'un mois plutôt compliqué où j'ai été hospitalisé à domicile pendant quasiment tout le mois, donc j'ai fait mes rattrapages d'octobre à la fin. Et donc, le hasard a voulu que je parle de 3 films aujourd'hui. Les 3 films que j'ai choisis sont sortis le 9 octobre. Voilà, donc on va parler de ces 3 films. Et donc, d'habitude, je fais dans l'ordre des sorties, mais là, du coup, vu que c'est sorti en même temps, je vais vous faire dans l'ordre de mon visionnage. Et donc, du coup, on va commencer par l'histoire de Suleiman de Boris Lechkin. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu ne dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage. Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Suleiman répète son histoire. Dans 2 jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Suleiman n'est pas prêt. Alors, c'est un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard, qui d'ailleurs a été primé, qui a eu le prix du jury dans cette section, qui a eu le prix d'interprétation masculine pour l'acteur Abou Sangaré dans cette section. Moi, c'est un film, vous avez suivi mes aventures cannoises, que je n'ai pas été voir à Cannes parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup été voir des films Un certain regard, j'essaie d'en voir quelques-uns mais j'étais plus concentré sur la compétition. Voilà, et bon, j'assume, c'est un choix de ligne éditoriale quand je trouve des festivals de m'intéresser plus à tout ce qui est compétition. Mais donc du coup je l'avais loupé, et même déjà à Cannes, il a été primé, il a fait quand même un grand bruit, et il a eu des très bonnes critiques tout de suite, et ça a été aussi pareil avec sa sortie salle, où comme je vous ai dit, moi j'étais bloqué chez moi à cette période-là, mais je voyais tout le monde en parler, tout le monde dire que c'était un film formidable, qu'il fallait absolument aller le voir, et effectivement j'avais très 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 envie d'aller voir ce film. Donc voilà, dès que j'ai pu, bien évidemment, j'y ai été immédiatement, j'y ai couru, et effectivement c'est un film absolument formidable, qui se démarque en fait par beaucoup de choses. En fait, des films comme ça, c'est assez fréquent, c'est de plus en plus fréquent, puis de toute façon en France on est aussi connu pour faire des drames sociaux, et mais j'en ai pas énormément vu qu'il le traitait, qu'il faisait ça et qui parlait de drames sociaux avec autant de justesse. C'est-à-dire qu'à aucun moment c'est comment dire, misérabiliste, à aucun moment il y a vraiment de l'apitoiement, etc. Je trouve que ça quand même, comment dire, ça adopte une certaine distance, mais qui est assez juste, qui est pas distancée, mais je sais pas comment expliquer, ça se met à la bonne distance, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ce qui fait qu'en fait on n'est pas du tout dans un misérabilisme, on n'est pas du tout dans quelque chose de cliché. Je trouve ça assez juste, et en plus ça vient parler de précarité, mais de manière qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, je trouve, et de réalité des choses en fait, notamment parce que c'est vrai que déjà livreur, on sait que c'est précaire et que ils sont mis sous pression, etc. et tout. Donc rien que juste le métier de livreur, j'entends livreur Uber, Deliveroo, tout ça, sur les applications. Voilà, là-dessus, bref, le film le montre bien, il est tout le temps en train de pédaler à chaque fois pour avoir son bus, pour rentrer dans le centre où il est accueilli, il est toujours à la seconde près, il est limite en retard et tout. Donc il doit prendre beaucoup le RER, il doit beaucoup se déplacer. Ça, je trouve qu'il y a un gros travail sur le son là-dessus aussi. Je trouve le son des appels qu'il doit passer, des transports qu'il doit prendre, des vélos et tout. Il y a un gros travail, je trouve, là-dessus aussi. Et donc en fait, au-delà de ça, et du fait que ce soit dur, il y a aussi l'aspect derrière que moi j'ignorais, par exemple, mais c'est qu'en fait il loue son compte, c'est pas son compte à lui, il loue son compte de Uber à soi-disant un ami à lui, qui du coup n'est pas du tout un ami à lui, très clairement, on le comprend bien, qui l'exploite un petit peu, il fait de l'argent, il lui reprend énormément, mais énormément d'argent, sur ce que travaille Suleiman, parce que du coup pour ouvrir un compte, il faut des papiers, ce qu'on n'a pas Suleiman, et donc du coup il y a cet aspect là qui est très intéressant, que moi je ne savais pas, et par rapport à cet ami, moi j'ai trouvé très intéressant surtout son prénom. Ça peut paraître anodin, mais quand on est
en France là en 2024 et puis enfin bref dans la décennie 2020 et bref plus particulièrement sur les 7 dernières années, voilà, le fait que le mec s'appelle Emmanuel, c'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout un hasard. Le fait que le gars qui se fait passer pour un ami et qui en fait l'exploite un peu et l'arnaque et voilà, refuse de lui donner son argent et tout, enfin c'est pas un hasard s'il s'appelle Emmanuel. Voilà, il y a quand même une grosse métaphore aussi, et c'est ça qui est fort, c'est que ça arrive à parler d'une situation très spécifique et à le faire bien, et en même temps à faire une métaphore sur un truc plus global pour moi, parce que du coup oui, c'est une métaphore de Macron, soyons soyons cash et honnêtes. Évidemment que c'est une métaphore de Macron, et ouais, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça très impressionnant, voilà, d'avoir cet aspect là très spécifique sur l'histoire, avec du coup l'histoire de Souleymane, hein, littéralement, et en même temps d'arriver à dresser un portrait d'une part de l'ubérisation des métiers en France et de l'augmentation de la précarité, voilà, et puis il y a en fait c'est ça, c'est ce qui vit Souleymane, c'est un peu l'allégorie et tout, enfin je vais pas dire de toute la France, mais il y a une allégorie de ça aussi, voilà, d'un patron entre guillemets, quelqu'un qui dirige, qui exploite, qui a pas du tout à cœur l'intérêt de la personne qui travaille et tout, qui voilà, ne pense dans le fond qu'à son intérêt personnel, et qui à la moindre occasion en profite pour l'enfumer derrière. Donc pour moi voilà, ce personnage, en tout cas c'est pas un hasard en fait, enfin un personnage, vous le nommez, c'est quand même réfléchi, le nom d'un personnage, et pour le coup là pour moi c'est tellement ce que ça veut dire. Donc voilà, après c'est peut-être une analyse faussée par mes convictions politiques, mais moi je suis convaincu que c'est le cas. Non, après je trouve que c'est un beau film qui nous offre pas mal de choses, mais qui est lié aux rencontres en fait, parce que c'est aussi un métier humain que fait Souleymane, et en fait à chaque rencontre, c'est une émotion différente. Je pense des émotions où pour le coup j'étais vraiment en panique. Je pense notamment à quand il se fait prendre à partie par ce serveur, ce gérant de restaurant, voilà, qui est une scène très dure à regarder, parce que c'est légitime, hein, ses inquiétudes à lui, il a affaire et il attend depuis très longtemps et il n'est pas considéré. On lui dit oui, c'est pas encore prêt, ça arrive, sauf qu'en fait on comprend bien qu'on s'occupe pas de lui, voilà. Et puis après ouais, il y a cette scène moi qui m'a glacé le sang avec la police, qui est infâme, cette scène là, vraiment on se dit putain, mais c'est fini quoi, là à ce moment là c'est fini, la scène, il y a une tension, je trouve, surtout que le film ne fait même pas tout pour comment dire, exacerber cette tension, hein. Le film pour le coup enfin voilà, n'en fait pas des caisses là-dessus, mais il y a une tension qui se dégage de cette scène, qui est juste terrifiante de fait de la situation, et de fait que le film exploite bien l'univers qu'il y a avant, et enfin exploite bien son histoire et la met bien en place, et du coup sur des scènes comme ça il suffit de montrer finalement un petit peu le quotidien, juste un truc banal quoi. Il vient livrer de la nourriture à des policiers, voilà, sauf qu'en fait c'est tellement bien contextualisé, on a tellement accès aux inquiétudes, on a tellement d'empathie pour ce personnage là, que juste ça suffit à mettre une tension mais immédiate, sans que le film en ait à faire des caisses, et ça c'est plutôt fort. Voilà, et à l'inverse il y a des demandes, hein, pour le coup, des demandes, pardon, j'anticipe un peu ce que je vais dire après, mais oui, il y a des rencontres qui sont absolument adorables. Moi je pense à cette scène qui vraiment m'a fait pleurer, mais enfin juste c'était tellement beau, cette scène où il va livrer un retraité, et en gros c'est son petit-fils qui est commandé, et le retraité est tout seul, et il prend le temps et tout en lui disant oui, je peux vous aider si vous voulez, dites-moi si je peux faire un truc, etc. Et du coup les deux commencent à échanger et tout, cette scène elle est magnifique, et c'est aussi ça, c'est un film qui est très humain, c'est un film qui met beaucoup en accent sur l'empathie en fait, et moi c'est un film à titre personnel que j'ai adoré, et puis du coup quand je parlais de demande, effectivement il y a cette histoire où en fait comment dire, pour avoir ses papiers justement, il fait appel à un concitoyen à lui, quelqu'un qui a déjà fait ça, qui en gros fait répéter les gens sur l'histoire, sur une histoire en gros de guerre. En fait ils ont pu leur payer à cause de la guerre, et parce qu'ils se sont fait arrêter en prison, qu'ils étaient membres du parti d'opposition, etc. et tout, et donc en gros il lui fournit des documents comme quoi il était bien un membre du parti d'opposition et tout. Bien évidemment c'est pas des vrais documents, mais parce qu'en fait dans sa tête c'est la seule manière d'obtenir ses papiers, c'est de dire qu'il est réfugié politique et qu'il a dû fuir son pays, voilà. Et il y a cette scène de l'entretien, mais
Je vais la spoiler un petit peu, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous laisse aller au prochain timecode. Et voilà quoi, ouais, je vous laisse aller au prochain timecode et écouter l'avis sur le prochain film. Parce que du coup, là, je vais spoiler jusqu'à la fin de la partie sur l'histoire de Suleiman. Mais effectivement, sur cette demande d'entretien, où d'un coup, on a c'est pas la juge, mais bref, c'est la personne à qui il fait la demande, qui le reçoit et qui lui dit mais ça, cette histoire, je l'ai entendue mais des centaines de fois, avec exactement les mêmes mots et tout. Est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire à vous? Et à ce moment-là, c'est tellement d'émotions qui passent parce que c'est la première fois qu'il est considéré, c'est la première fois qu'on lui accorde de l'importance, qu'on accorde de l'importance à ce qu'il a vécu, à sa vie, à qui il est, parce que sinon il est un peu noyé parmi le flux et tout, et on le considère pas du tout, et c'est juste cette phrase-là, on sent à quel point ça le touche, et qu'il y a des silences dans cette scène qui sont super beaux, et voilà, c'est pas un film c'est pas un film choc, un film sur un drame social, voilà, qui était sorti il y a quelques années déjà, qui durait pas longtemps, mais qui lui pour le coup était sans arrêt hyper mis en tension, hyper oppressant. C'était À plein temps avec Laure Calamy, qui était super, qui est un super film, et pour le coup lui c'est pas du tout ça, c'est pas du tout, il y a pas du tout de tension permanente ou quoi, c'est juste l'inverse, c'est juste montré par la simplicité, montré par voilà, les choses telles qu'elles sont, et pour le coup ça fonctionne énormément, et je suis impressionné à titre personnel de à quel point ça fonctionne, et de l'efficacité de ce film, et de voilà, comment c'est possible aujourd'hui de faire un film avec une justesse aussi grande sur ces sujets-là qui d'habitude sont abordés par des gens qui, on le sent, ne sont pas concernés, qui voilà, bon, où il y a beaucoup de misérabilisme, où il y a beaucoup de clichés, et là pour le coup c'est presque un ovni en fait. J'ai l'impression d'avoir un film qui soit aussi juste en fait, et pour aborder des thèmes comme ça, donc c'est génial, vraiment exceptionnel ce film, et voilà, hyper touchant, et je suis très content pour le coup d'avoir pu le rattraper, même si je l'ai pas vu à Cannes, sincèrement. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille très très fortement. Et oui, pour finir, c'est vrai que j'ai une petite anecdote un peu drôle, mais pour citer ma voisine de salle, à la fin du film, quand les lumières sont rallumées, elle a fait « Oh, merde !» Putain. Voilà, et je pense que c'est à peu près la réaction aussi que j'ai eue sur le film. Et voilà, donc je vous le conseille fortement. Allez, on va maintenant changer de registre, on va passer à un film d'animation DreamWorks, et on va parler du film Le Robot Sauvage de Chris Sanders. We must become more than we were programmed to be. Le Robot Sauvage suit l'incroyable épopée d'un robot, l'unité Rosome 7134, alias Rose, qui, après avoir fait naufrage sur une île déserte, doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit du noix, un oison, qui se retrouve orphelin. Alors du coup, c'est le nouveau film DreamWorks qui, ces dernières années, nous avait habitués à des trucs bien comme des trucs moins bien. Voilà, bon, on parle quand même là pour le coup du réalisateur de Dragon, entre autres notamment. Mais c'est vrai que DreamWorks ces derniers temps, au moins ce qu'on pouvait pas leur reprocher et ce qu'on sentait beaucoup chez eux, c'était cette envie de se renouveler un petit peu. Je pense à des films comme Les Bad Guys, je pense à des films comme Le Chapeauté 2 qui était absolument exceptionnel. Voilà, après il y a eu des films où on n'était pas trop non plus dans ce domaine-là. Je pense que voilà, cette année j'en avais parlé, mais Kung Fu Panda 4, voilà, c'était pas top, très clairement, malheureusement. Et donc c'est dans ce contexte où on a des très bonnes choses comme des choses un peu mid, voire pas ouf chez DreamWorks. Et en fait, dès les premières sorties, voilà, la sortie américaine est arrivée un petit peu plus tôt que la sortie française, et dès la sortie américaine, tout le monde a dit que c'était formidable, et en même temps on n'en doutait pas quoi. J'ai peur de dire des bêtises parce que je retrouve pas l'info, mais il me semble qu'il avait même été dans un festival avant ça, et que en fait même déjà sur le festival il y avait des retours exceptionnels, et en fait c'est un film qui, je vais parler je pense rapidement du film, mais après ouvrir très largement parce que j'aimerais lancer un débat là-dessus aussi, mais enfin c'est un film génial qui encore une fois DreamWorks continue, je trouve, dans ce renouvellement de l'animation. Pour moi de toute façon il y a eu un film
film qui a vraiment fait bouger l'animation des grands studios américains aux États-Unis. Du coup, c'est le premier film Spider-Man, Into the Spider-Verse. Et en fait, à partir de ça, il y a eu plein de trucs qui ont découlé. Sony a continué avec les Mitchells, avec le deuxième opus de Spider-Man. On avait DreamWorks qui nous a fait le Chapeauté 2 aussi, qui était une manière totalement géniale de renouveler une saga qui était vieille de quasiment 10 ans. Et qui voilà, était vraiment, vraiment super. Et pour moi, le Robot Sauvage, on est vraiment dans cette optique-là, dans l'animation où il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de couleurs, hein, très clairement. C'est un film du coup qui est un peu fantastique, science-fiction avec le robot et tout, qui reprend, je trouve, quand même un petit peu l'animation qu'ils avaient sur le Chapeauté 2. Voilà, dans le style, je trouve que c'est un peu pareil. Mais enfin, c'est un truc génial, c'est un truc où, comment dire, j'ai lu des trucs qui le comparent à Miyazaki, oui et non, parce qu'en soi il y a ce rapport à la nature, il y a cette épopée, ce conte que c'est, qui voilà, peut se rapprocher de Miyazaki. Je pense que Miyazaki n'aurait pas écrit un truc comme ça, il l'aurait pas fait comme ça en tout cas, mais je comprends le rapport en tout cas dans les thématiques, et en fait, c'est un film surtout, et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a aucun humain, je crois, en tout cas on les voit pas trop, ils sont pas du tout au centre du film s'il y en a, mais bref, c'est un film qui est centré sur un robot et des animaux, mais c'est un film qui est tellement humain, c'est un film qui est tellement profond, c'est un film qui est tellement touchant, justement parce que ce robot se retrouve entre guillemets investi d'une mission, en gros elle écrase un nid et il reste un œuf qui a survécu et du coup l'œuf est clos, et enfin bref, elle se donne la mission d'élever ce petit oison, comme le dit le synopsis, après, sauf que en fait c'est tellement fort, et puis aussi c'est tous un propos sur la maternité, sur voilà, qu'est-ce que c'est que de partager la vie de quelqu'un, sur la famille, sur voilà, mais dans des choses qu'on voit pas trop, je trouve, et enfin là du coup ça l'a fait aller au-delà de son protocole, et carrément, enfin voilà, elle ressent des trucs et tout, et il y a cette scène moi qui m'a beaucoup marqué avec un autre robot, je crois qu'elle est dans la bande-annonce d'ailleurs, où l'autre robot lui dit mais en fait elle lui demande quelque chose, et Rose répond par je sens que, et en fait l'autre robot lui dit mais t'es pas censé ressentir quoi que ce soit en fait. Et voilà, je trouve que cette histoire totalement humaine, totalement forte, voilà, et je me suis fait la remarque pendant la séance, j'étais en mode mais comment une histoire sur un robot et des animaux arrive à me faire pleurer autant. Enfin voilà, et ouais, il y a des scènes absolument magnifiques, des envolées littéralement pour le coup, qui sont super bien, enfin voilà, moi cette scène là, la scène de migration, enfin elle m'a bouleversé, j'étais j'en pouvais plus, je n'étais que des larmes à ce moment-là, et ouais, c'est un film qui m'a énormément ému, énormément fait pleurer, et qui en plus d'avoir une animation absolument splendide et voilà, d'être une belle histoire, prône des valeurs qui sont vraiment top, parce que pour le coup il y a vraiment une valorisation de tout ce qui est différence, de l'acceptation de l'autre, etc., même si enfin voilà, elle est au-delà des préjugés, et enfin c'est bref, ça prône des super valeurs, et sincèrement, et c'est là que je veux lancer le débat, c'est que en fait concrètement c'est aussi des films comme ça qu'on a envie de voir, et moi je viens remettre en question en fait le monde de l'animation aujourd'hui dans le cinéma américain, parce qu'on a d'autres il n'y a pas que le cinéma américain, on a l'animation française qui est top, on a eu récemment l'animation japonaise continue d'affluer, et on en a voilà aussi beaucoup de films japonais qui sortent. On a eu récemment bien évidemment Le Garçon et le Héron de Miyazaki, qui est un film exceptionnel, et voilà quoi, c'est juste que en fait les studios américains, la référence qui était Disney, pour le coup là, bref, a été dépassée. Franchement, les Disney, ils se font un petit peu sauvés par les Pixar. Voilà, parce que Lucas était top. Encanto, pardon, ça allait, mais parce qu'il y a Lin-Manuel Miranda, j'en ai assez parlé dans ce podcast de ce monsieur. Élémentaire, c'était pas mal aussi, mais c'est aussi Pixar. Voilà, Vice Versa 2, c'était ni fait ni à faire. Donc concrètement, Vaiana 2, j'ai très peur, hein, j'y crois pas du tout. Donc concrètement, voilà quoi, où est-ce qu'on en est en fait dans ce paysage cinématographique de l'animation américaine. Moi j'ai l'impression que Disney voit bien qu'ils sont en train de perdre la main, voit bien qu'on a des films DreamWorks qui fonctionnent énormément, qui se réinventent, voit bien que les gens aujourd'hui, ce qu'ils ont beaucoup apprécié ces dernières années, vous demandez un film d'animation marquant sur ces dernières années, je pense que les gens répondent surtout Spider-Man, parce que Spider-Man
est venu mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, comme je l'ai dit. Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui on peut avouer, on peut enfin évoquer le fait que Disney est en galère et Disney concrètement n'est plus leader en fait en termes d'animation, et ce film là le montre bien, voilà. Et c'est, j'ai envie de dire, ça va être un peu facile quoi, mais j'ai envie de dire que c'est un peu une victoire entre guillemets du cinéma, parce qu'en fait ils étaient en hégémonie, mais ils se sont perdus dans un truc où ils ont produit des choses où en fait ils avaient l'impression que les gens voulaient voir ça, sauf qu'en fait c'était tout le temps la même chose, et ça a fini par lasser les gens, et ça a fini par être des films qui n'étaient plus que des cahiers des charges. Et voilà, et à côté on a eu des studios comme Sony, comme DreamWorks, qui ont poussé en fait un petit peu voilà, les artistes, et qui en fait leur ont laissé de la place et leur ont laissé s'exprimer et faire vraiment des comment dire, des nouvelles propositions en fait, voilà. Et ça a réinventé totalement, parce que en fait plus on avance, plus il y a des techniques d'animation et plus c'est formidable quoi. Et donc ouais, pour moi ce film-là, il continue de montrer que Disney est totalement en dehors, et voilà, et que les autres studios ont tout compris, que DreamWorks, que Sony ont su parfaitement prendre le virage, voilà, de cette animation qui a lassé l'animation Disney classique 3D qui était top, voilà, dans les années 2010 et tout, ça marchait très bien. Mais là, les gens ont commencé à se lasser. Je pense que il y a des studios qui l'ont très bien compris et qui dans les essais de renouveler l'animation, ça marche très bien, comme DreamWorks, comme Sony, pardon. Et il y a des studios comme Disney qui ont un peu plus de mal et qui se retrouvent, je pense, en manque d'idées, et qui du coup font des suites, font des Vice Versa 2, font des Vaiana 2, font des Toy Story 5, font des La Reine des Neiges 3, parce que ils savent que ça va faire de l'entrée, et en soi ça leur a donné raison avec Vice Versa 2, même si le film n'est pas si exceptionnel que ça a fait de l'entrée et ça a dépassé le meilleur au box-office. Donc voilà, pour moi c'est un peu simpliste de dire ça, parce que Sony et DreamWorks sont quand même des entreprises capitalistes qui ont pour but de faire de l'argent, mais il y a quand même une grosse part d'artistique qui est laissée, là où effectivement Disney, j'ai l'impression, ne cherche qu'à viser la rentabilité, ce qui n'est pas nouveau, mais je pense que c'est ce qui causera leur perte un jour ou l'autre, et ce qui a déjà commencé un petit peu le faire, hein, voilà. Donc il y a quand même il y a eu des films comme Valonia que tout le monde a oublié, il y a eu Wish que tout le monde a oublié, enfin voilà, il y a plein de films qui n'ont pas trop été, que pas personne, mais que très peu de monde a vu, et voilà, qui aujourd'hui sont oubliés. Donc bon, c'est dommage, parce que il y a quand même des belles propositions, je trouve, chez Disney, hein, très clairement, et des films magnifiques. Enfin, il y a pas longtemps, j'ai revu Ratatouille notamment, enfin, même si c'est Pixar, ça fait partie de Disney aujourd'hui. Enfin voilà, si on veut des Disney entre guillemets classiques, il y avait les nouveaux héros. Il y a moins de 10 ans, on nous sortait Vaiana, et voilà, moi je trouve que c'est très bien que ça vienne remettre un petit peu, bon après c'est pas un aussi gros succès que les Disney, mais je trouve que c'est très bien qu'on remette l'artistique au centre, voilà, dans les gros studios, et qu'on vise pas que le bénéfice et la rentabilité. Et voilà, pour le coup, c'est pour ça que ce Robot Sauvage, j'en suis très satisfait, j'étais très content de le voir. Maintenant, ce qui vient un peu compenser ce que je viens de dire, c'est qu'ils sont déjà annoncé une suite. Je suis pas pour. Franchement, le film était parfait tel quel, et je pense que ça va venir un petit peu tout gâcher, malheureusement, ce film magnifique. Je suis un peu déçu, honnêtement, je suis un peu déçu de la décision qui a été prise de la suite, mais après ça se trouve ce sera très bien, et ça va me faire fermer ma gueule, hein, peut-être, mais en tout cas voilà, je suis un petit peu déçu, parce que pour moi c'est un film qui est quasiment parfait, si ce n'est quelques longueurs, mais voilà, qui m'a vraiment beaucoup plu. Allez, on va passer du coq à l'âne pour le coup, et il faut se dire que j'ai enchaîné ces séances dans la vraie vie, premier degré, voilà, j'ai littéralement vu les deux films les uns à la suite des autres, et voilà, donc du coup on va tout de suite parler de Terrifier 3 de Damien Leone. Want to know what it's like to be in the presence of that kind of evil? What goes through your brain when he's close enough to you and feel his breath? Après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétré par Art the Clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs passées. Mais au moment où ils se croyaient enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en véritable cauchemar.
Alors, j'ai beaucoup hésité à parler de ce film. J'avais déjà fait un épisode sur la saga Terrifier. J'ai hésité parce que du coup, le format de ces épisodes, c'est 3 films, et il y en a un autre qui m'intéresserait aussi un petit peu, comme j'ai évoqué pour Le Robot Sauvage, d'un point de vue d'hégémonie en fait, et de gros studios, etc. C'était Joker 2. Voilà, pour moi, il y a le même problème que les films Disney. Mais donc, du coup, j'ai quand même choisi ce film parce que c'est devenu quand même, mine de rien, un petit phénomène, Terrifier 3. Et voilà, bon, pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi la sortie de ce film, c'est un film qui a été marqué, chose qui est plutôt rare en France déjà, par une interdiction au moins de 18 ans, mais chose qui est d'autant plus rare pour un film d'horreur, puisque le dernier, ça avait été Saw 3. Voilà, qui est sorti en 2006, donc ça fait quasiment 20 ans qu'un film d'horreur n'avait pas été interdit en moins de 18 ans. Il y en a eu qui l'ont été, mais ça a été révisionné, enfin en tout cas corrigé ou changé en commission. Je pense notamment à Martyr de Pascal Laugier, qui voilà, a été mis au moins de 16 avec avertissement après avoir été mis au moins de 18 ans. Et en fait, généralement, ce qui est fait en commission, c'est que les distributeurs et réalisateurs, enfin bref, les personnes derrière les films, vont prôner l'aspect artistique en disant c'est un film, enfin on le sort, le but est qu'il soit vu, etc. C'est une œuvre d'art. En fait, le mettre au moins de 18 ans, ça tue un petit peu la sortie parce que ça nous prive d'une grosse partie du public, surtout pour des films d'horreur. Les adolescents, c'est carrément le public. Et voilà, sauf que du coup, là pour le coup, ça le moins de 18 a été confirmé, ça n'a pas tué la sortie, au contraire, et en vrai je faisais partie de ceux qui ont dit que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver au film, parce que du coup on est à l'ère des réseaux sociaux, ce qui n'était pas forcément le cas en 2008 quand Pascal Laugier sort Martyr, et il est vrai que c'est un film qui a buzzé sur les réseaux sociaux, où il y a eu une attention particulière avec le moins de 18 ans, et qui du coup a beaucoup attiré, et les gens, enfin voilà, c'était un truc, on parle d'un film de moins de 18 ans, enfin c'est pas tous les jours un film d'horreur, et donc du coup les gens ont tout de suite été très intrigués et ont voulu aller tester d'eux-mêmes en fait ce truc, en se disant mais enfin voilà quoi, où est-ce que ça vaut vraiment le moins de 18 ans, enfin voilà, à quel point c'est choquant. Et d'ailleurs le film a fait tellement d'entrées en première semaine, était tellement complet en première semaine, qu'il a gagné tellement de salles en deuxième, et qu'il est extrêmement rentable, pour le coup. C'est de toute façon, les Terrifier, c'est des films qui sont faits avec pas grand chose et qui deviennent très rentables. Enfin là, 2 millions de budget, et là pour l'instant le bénéfice il est à 57 millions, donc c'est quand même rentable à 2859% sur l'échelle du monde. C'est quelque chose. Et donc voilà, non, je pense que pour un film pour un podcast qui se veut de parler des films qui ont marqué les différents mois, je pense que c'était une faute pas professionnelle, parce que ce n'est pas ma profession, mais bref, vous avez compris, de ne pas évoquer Terrifier, très clairement. Et ouais, si j'en crois les chiffres que j'ai sous les yeux, en France il avait fait 70 000 entrées, le deuxième. Voilà, donc là on est à 450 000, c'est énorme. C'est énorme, et pour moi, enfin voilà, si le film est au moins de 16 ans, il aurait fait vraiment la même chose que le 2, voilà. Il y aurait eu les habitués, le public qui est friand du cinéma de genre, qui suit les sorties de genre, qui aurait été le voir, mais pas le reste. Le reste aurait plus été voir Smile 2 que Terrifier, et voilà, même si Smile 2 fonctionne bien. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film choc, ce film événement, ce film tout ce que vous voulez? Écoutez, déjà j'étais assez surpris pendant 1h30 du moins de 18, très honnêtement. J'ai vu des scènes, moi, qui pour moi valaient tout au plus un moins de 16. Voilà, pour le coup, qui ne valait pas plus pour moi que ce moins de 16 là, et voilà, notamment la scène d'intro qui a fait sortir beaucoup de gens, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a du gore, mais c'est du gore un peu carton-pâte, je dirais pas grand guignolesque, enfin limite en vrai, par moment limite, mais il y avait rien non plus. Pour moi, ça pouvait rester à moins de 16, clairement. Sur la première heure et demie, effectivement, il y a les 2 dernières séquences, enfin pas les 2 dernières, mais la séquence sous la douche et la séquence finale qui est très très, c'est hardcore quoi. Vraiment, c'est hyper hard pour le coup. Et là, j'ai fait d'accord, on peut, enfin c'est compréhensible pour le coup, toutes ces interdictions. Mais donc non, sinon c'est vrai que j'ai vu les interviews qui ont été faites de gens qui sortaient de la salle et tout, gens qui disaient ouais, moi j'ai pas pu tenir la scène d'intro, je suis sorti.
bon, pardon, mais enfin bref, sans jugement, on sent que c'est des gens qui n'ont pas trop l'habitude de voir des films gore parce que pour le coup, ça va. Et donc ouais, pour moi, ça allait au début. Et effectivement, il y a eu ces séquences de fin où je trouve que ça va très très loin dans la torture des personnages, ou torture morale comme physique, hein, pour le coup, où ça va vraiment vraiment loin dans cette torture-là. Et pour le coup, qui sont vraiment bien foutus. Je trouve la dernière séquence très bien foutue, voilà, et il y a tout pour moi dans cette dernière séquence, et on y est vraiment accroché, et on est vraiment à fond dedans, ce qui m'a manqué à titre personnel sur le reste du film en fait. Voilà, c'est quelque chose qui m'a manqué de manière générale. Quand je vous avais parlé des Terrifier, je vous avais dit que moi le problème de ce film, c'était que pour le coup j'avais vraiment beaucoup beaucoup de mal avec les scénarios, et je reste là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup trop long, je trouve que c'est trop long en plus pour pas grand chose, que vraiment le film peut durer 1h30 vraiment pour ce que ça raconte, et il y a beaucoup trop de moments où on s'emmerde en fait. Et en fait les gens étaient super surpris, c'est ça aussi qui était fou, c'est que les gens ont été le voir parce que c'était moins de 18, mais en fait les gens se sont retrouvés très surpris en disant mais c'est nul. Bah oui. Enfin voilà, les gens s'attendaient à avoir la peur de leur vie, sauf qu'en fait c'est juste gore, et c'est tout. Et du coup bah, les gens ont été dégoûtés. Pour moi il y a 1 heure de film où tout ce qui se passe est inconsistant entre l'intro et les 30 dernières minutes. Il y a bien une bonne heure où tout ce qui se passe est inconsistant, et voilà. Je trouve que c'est pas mal qu'on aborde l'aspect un petit peu PTSD et tout, enfin c'est pas mal. C'est pas fait de la plus grande des finesses, hein. Après j'en attendais pas ça de Terrifier 3 très clairement. Et voilà, et bon, il commence enfin il continue à développer tout ce qui est backstory, tout ce qui est mythologie de ces personnages, ce qui avait déjà été fait dans Terrifier 2. Voilà, ce qui n'avait pas vraiment été fait dans Terrifier 1, je trouve. En tout cas, oui, sur Terrifier 2, il y avait déjà des tentatives de backstory. Ça continue ici. Et voilà, je trouve que ça gagnerait à l'être. Enfin, pas plus parce que ça l'est, mais à épurer et à faire surtout un truc plus cohérent et plus. Je sais pas, je trouve ça pas trop clair en fait, ce truc-là. Donc là, on comprend qu'il y a un rapport avec la religion en fait, concrètement. Ça part des enfers, hein, très clairement, enfin, d'après ce qu'on arrive à comprendre dans celui-là. Après, il y a toujours cette situation mystique autour de Sienna, et bah, je trouve que pour le coup, ça vient la mettre dans une position, ce personnage, position qui est absolument horrible, hein, très clairement, mais qui est intéressant d'un point de vue scénaristique à la fin du film. Donc j'ai l'espoir que que ce soit un film, le 4e, qui soit mieux écrit scénaristiquement, parce que je pense qu'il y a l'occasion de faire un vrai bon film pour le coup. Voilà, et bon, soit voilà, sinon c'est toujours la même mécanique, hein. Il y a un petit peu d'histoire, on suit les personnages, sauf que bon, ce qui leur arrive, c'est pas très intéressant. On sent que voilà, plus Art se rapproche, plus elle pète un câble, sauf que bon, ok, on a compris, on veut juste la confrontation entre les deux maintenant. Ça développe pas trop de trucs si intéressants que ça, je trouve. Le problème, à mon sens, c'est que ça reste un film trop inconsistant. Trop irrégulier surtout dans son rythme, qui fait qu'il y a des moments où juste on s'emmerde et il se passe rien, et c'est pas du tout important en fait ce qui se passe à l'écran. Je veux dire, on pourrait ne pas l'avoir, ce serait pas fondamentalement différent dans le film, et je trouve que c'est trop le problème des Terrifier, c'est que il veut mettre plein de trucs dans ses films qui servent pas forcément à grand chose, ça dure plus de 2 heures et c'est toujours très long, sauf le premier qui est juste nul pour le coup, ça c'est autre chose. Et ouais, j'ai moins apprécié que le 2, je pense, parce que le 2, je le trouvais plus intéressant en fait dans ce qu'il développait, même si c'est encore un peu bafouillant et tout. Je préférais le 2, là je trouve que ça a régressé en termes de scénario, c'est dommage, parce que sinon sur le reste, j'étais plutôt content, j'ai envie de dire. Moi, un des gros trucs aussi qui m'a pas fait kiffer sur les autres, c'était que je trouvais que l'esthétique était pas travaillée, dégueulasse, ou en tout cas qu'on sentait pas mal le manque de moyens, alors que même pour les moyens qu'il avait, il aurait pu beaucoup plus travailler son esthétique. Je pense que c'était pas sa préoccupation, je pense qu'il voulait vraiment faire surtout du gore, et voilà, et ce que j'ai bien aimé aussi sur le 2e, c'est qu'on pouvait rigoler. C'est un film qui était quand même drôle. Là, ça l'est moins, je trouve. Il y a moins d'humour qui sont. Enfin, le 2, je pense juste à cette scène dans le magasin où il met ces espèces de lunettes de soleil, c'est super drôle. Là, je trouve qu'il y a moins de moments de rire. C'est dommage parce que je trouve que ça fonctionnait bien. Et puis, c'est quand même un clown. Et puis, ça fonctionne bien avec le personnage, tous ces moments de rire. Donc, c'est un petit peu dommage. Et ouais, non, c'est moins. Enfin, plus travaillé en termes d'esthétique. En même temps, il prend Noël. Voilà, il y a des codes pour ça. Donc, c'est cool et il peut en jouer. Donc, il sait facilement
faciliter la tâche, mais en tout cas, je suis content que avec ces 2 millions de budget, quand même, il ait pensé à son esthétique et c'est moins misogyne. Waouh, enfin, je ne sens pas du tout de différence entre les meurtres qui sont faits vis-à-vis des hommes et vis-à-vis des femmes. Enfin, voilà, j'ai beaucoup reproché au film. Je trouve que, d'ailleurs, j'ai eu des débats sur ça avec des gens et effectivement, ça m'a beaucoup étonné de savoir que Art tuait plus d'hommes que de femmes parce que je trouve que les meurtres des personnages féminins sont tellement horribles et marquants qu'on a l'impression qu'ils ne tuent que ça. En tout cas, dans le premier, moi, j'avais l'impression que c'était que des femmes. C'est fou. Et voilà, c'est pour ça, en ça que je disais que le film était misogyne. Et en fait, bah là, c'est le premier opus où vraiment j'ai juste l'impression de voir juste un clown qui s'éclate à tuer des gens, peu importe le genre. Donc pour le coup, ça c'est un point que je considère quand même comme positif, voilà, qu'on sente moins la misogynie dans le film. Donc voilà, très clairement c'était une bonne chose. Et qui sait, hein, ça a l'air de, plus ça avance, plus il y a l'air d'avoir d'idées visuelles, moins ça a l'air d'être misogyne et tout. Enfin, peut-être que il a dit qu'il irait pas au-delà du 5, fort heureusement, mais peut-être que dans le 4 déjà on aura un bon film, hein, on sait pas, on verra, mais donc du coup ouais, à voir sur le 4. En tout cas moi j'ai été que moyennement convaincu par ce film et voilà, je me suis dit que j'allais en parler parce que c'était un film qui du coup avait fait beaucoup de bruit, mais moi c'est pas un film qui m'a convaincu et je trouve qu'il souffre des mêmes défauts que ses prédécesseurs, même si ça s'améliore un petit peu sur certains points, mais il y a encore beaucoup de marge à faire, et voilà, malheureusement, un film, ça ne peut pas que être du gore. En plus, les épisodes gore sont pas si présents que ça, je trouve. Enfin, il y a vraiment des moments où c'est long, sans les passages gore qui, bon, bah, pour le coup, sont réussis, hein, mais voilà, comme d'habitude avec cette saga, mais ça suffit pas, malheureusement, et c'est dommage. Allez, on va évoquer quelques films très vite fait, en bref, on va rester dans l'horreur, et je vais parler de Smile 2. Je savais pas que j'allais aller le voir, honnêtement, enfin j'étais pas très chaud, vu que le premier c'était un gros plagiat d'It Follows et que du coup ça m'intéressait pas tant que ça, et en fait c'est pas si nul, c'est sympa Smile 2, voilà, parce que Parker Finn arrête de plagier It Follows et essaye de développer ses propres idées, voilà, bon c'est très répétitif, je trouve, dans sa mécanique, et pour moi j'ai l'impression que c'est un peu l'horreur par comment dire, c'est par cran, quoi, c'est à dire que ça fait tension ça redescend, enfin c'est beaucoup sur des jumpscares. Moi c'est une mécanique qui est très dure à faire fonctionner sur moi, donc voilà, je l'ai trouvé un peu longuet et répétitif aussi. Par contre il y a des trucs top, notamment ce monde dans lequel on est projeté, en suivant cette chanteuse jouée par Naomi Scott, cette chanteuse pop, et donc voilà, je terminerai ma micro-critique là-dessus en disant que la BO est absolument génial et qu'il y a un vrai univers développé, et voilà, donc non, il y a des très bonnes idées de mise en scène, et ouais, même un trop bel univers, même si c'est un peu longuet et répétitif malheureusement, mais en tout cas j'ai pas trouvé ça désagréable, alors que c'est vrai que le premier j'avais pas des masses kiffé, très clairement, donc pas mal Smile 2, et puis je le redis parce que je le dis partout, mais écoutez la chanson New Brain de cette BO parce qu'elle est formidable, et voilà, bref, moi je milite pour que cette chanson gagne l'Oscar de la meilleure chanson originale. Je m'y attendais pas, hein, c'est Smile 2, mais je milite pour ça. Et donc du coup, je vous finirai en parlant d'un film que j'ai évoqué pour le coup, c'est Joker 2, voilà, Joker Folie à 2, et non, juste non, voilà, il n'y a pas du tout d'intérêt de faire ce film, on le savait, hein, de toute façon un petit peu, on savait qu'il n'y avait pas du tout d'intérêt, je ne comprends pas pourquoi il a été fait, il n'a pas vraiment de raison d'exister, enfin tout tourne encore autour du Joker, c'est un peu, en termes de propos, c'est la même chose que le premier, sauf que ça vient pas ajouter de choses. Je trouve qu'en termes de musique, on n'est pas du tout aussi juste, voilà, surtout que ça me gave en fait les films qui n'assument pas d'être une comédie musicale, qui sont des demi-comédies musicales. Moi ça me saoule, assumer d'être des comédies musicales, c'est génial, les comédies musicales, c'est juste ça, donc ouais, ça me gave un petit peu, malheureusement. Voilà. Lady Gaga est top, mais elle est tellement sous-exploitée parce que son personnage est très mal écrit. Le personnage d'Harley Quinn, elle a pas d'existence à elle en fait. Elle est là que pour le Joker et elle ne sert que le Joker. Et enfin voilà, bref, elle a pas d'existence propre. Ce qui est encore une fois trop récurrent pour un personnage féminin. Et vraiment, voilà, arrêtez de gâcher son talent dans vos films de merde par pitié, parce que c'est une putain d'actrice, Lady Gaga, faut être honnête. Et voilà, donc bref, c'est un film qui m'a désolé, où vraiment pendant 2 heures, j'étais en mode mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Pourquoi ? Vraiment, je pense que si je demande au film pourquoi il existe, il ne sait pas me répondre. Et c'est tragique. C'est vraiment tragique de ce point de vue-là. Donc non,
ouais, non, vraiment, c'était ni fait ni à faire, on le savait, et voilà, j'ai été déçu d'à peu près tout. Et même, enfin, ce qui était très bien aussi dans le premier, c'était la performance de Joaquin Phoenix. Là, je la trouve pas à la hauteur du premier. Et voilà, arrête de forcer. Enfin, c'est pas en forçant autant que tu vas avoir un Oscar, un autre Oscar. Donc, non, ouais, très dommage, très très dommage, mais en même temps, on s'y attendait un petit peu. Et puis voilà, ça rejoint ce que je disais sur le Robot Sauvage, hein, c'est le truc des suites où le premier se suffit à lui-même. Et là, pour le coup, ils ont été à l'encontre de ça et bah, ils se sont foirés, comme c'était prévisible malheureusement. Et voilà, pas du tout un bon film Joker 2. C'est la fin de cet épisode. J'ai l'impression que ça va être un peu plus long que les autres formes qu'on avait fait, mais en même temps, ça fait longtemps, puis j'avais besoin de m'épancher voilà, sur les films dont j'ai parlé. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, du coup, je ne sais pas quand il y aura un autre film parce que bah, je ne suis plus, enfin je peux sortir de chez moi donc j'ai plus de temps et il y a moyen bah, notamment que sur le mois de novembre que je coupe en deux et que bah, je puisse vous parler de plus de films si j'en ai, voilà, si je peux en parler. Je reparlerai pas par exemple de The Substance même si j'en meurs d'envie, je pense que je vous en ai assez déjà parlé sur mon épisode de Cannes. Voilà, mais bah, pourquoi pas parler du film d'Emmanuel Mouret, pourquoi pas parler du Zemeckis, qui sont des films que je vais aller voir même si bon, l'envie est pas enfin pour le Mouret si, pour les amis qui se boffent. Mais voilà, après il y a des films aussi qui sortent au milieu du mois. Je pense à Gladiator 2, pardon, que j'attends énormément. Je pense à il y a Nouveau Claude Lelouch, il y a Le Royaume que j'ai pas vu à Cannes. Donc je peux vous faire un épisode sur les 2 premières semaines de novembre, hein, très clairement, où je peux parler de ça. Et puis j'en ferai un autre à la fin. Je pense que c'est ce que je ferai. Voilà, je suis pas capable de dire. Et puis après. Il y a d'autres trucs qui arrivent, voilà, je vais reprendre petit à petit aussi les projections presse. Et en décembre, on a le PIF, exceptionnel festival, bien évidemment. Et voilà, je vais essayer d'être bien au max pour aller couvrir le PIF parce que j'aime trop ce festival. Et voilà, il y a de très belles choses qui arrivent. De toute façon, on a un mois de novembre très chargé en sortie, pardon. Et donc, du coup, voilà, j'ai très hâte pour le coup de faire ça, voilà, de voir tous ces films et de vous en parler. Et puis après, voilà, d'aller couvrir le PIF. Enfin, si je suis repris, ce que j'espère, parce que j'aime vraiment beaucoup ce festival.